Voilà, donc on va commencer. Donc merci d'être venu. Hein, donc vous êtes mieux ici qu'à l'extérieur. Oui, voici vous êtes au sec. Et voilà. Voilà. Donc merci. Et donc, alors, écoutez, c'est notre avant-dernière réunion de l'année scolaire. Hein, la prochaine réunion, c'est au mois de mai, donc le 20 mai. Et c'est un Québécois qui viendra nous parler du général de Gaulle, donc le vendredi 20 mai à 18h. Donc, le conférencier, ce sera Roger Barret. Et puis après, nous, on fonctionne avec l'année scolaire. Donc, après, ce sont les vacances. Hein, donc, on se retrouvera au mois d'octobre. Hein, au début du mois d'octobre, on fera c'est la journée de la Fédération qui est organisée par la Société historique de Haute-Picardie et elle se déroulera à Coucy-le-Château et on fera un petit colloque sur les ducs d'Orléans dans la région, donc à la fin du Moyen-Âge, essentiellement au XVe siècle. Hein, voilà. Et donc, alors ce soir, on a le plaisir d'accueillir Denis Lefebvre. Alors, Denis Lefebvre, c'est quelqu'un qui est originaire de notre département. Hein. Il est né à Breny, près d'Ouchy-le-Château, et puis il vit encore aujourd'hui. Donc, il est issu d'une famille d'agriculteurs. Alors, il est journaliste et il s'est depuis longtemps spécialisé dans les questions agricoles. Et il a fait un livre qui est sorti en 2018. Hein, qu'il en a apporté quelques exemplaires. Alors je peux vous montrer le mien. Hein, donc un gros livre en 2 tomes, voilà. Donc qui s'intitule Des racines et des gènes, hein, une histoire de l'agriculture. Donc c'est un ouvrage en 2 tomes, donc qui est consacré en grande partie. Donc c'est une histoire de l'agriculture française. Et il s'est aussi beaucoup intéressé à l'étude du mouvement Emmaüs. Et il a écrit une biographie de l'abbé Pierre, hein, qui est sortie en 2011 au Cherche Midi. Voilà. Donc il a fait plusieurs ouvrages sur le mouvement Emmaüs. Voilà, et alors donc ce soir, il a accepté de nous parler de l'agriculture. Hein, c'est ma femme qui m'a suggéré de l'inviter. Elle avait entendu une émission sur France Culture à laquelle Denis Lefebvre avait participé. Et elle m'a dit, tiens, tu devrais l'inviter à la Société historique. Alors c'est ce que j'ai fait. Il devait déjà venir en 2020 hein, nous faire cette conférence. Et puis bon, on a été obligé de la reculer. Et finalement, vous voyez, c'est seulement en 2022 qu'on a le plaisir de l'écouter. Voilà, donc merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation et puis je suis heureux de revenir à Lens parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle quasiment à la maison d'agriculture. C'était le lendemain d'un jour de mémoire puisque c'était le 11 mai 81. Je suis arrivé et je suis resté 2-3 ans et après j'ai fait une formation pour devenir journaliste et je travaillais dans la presse, je travaillais à la Croix puis des revues plus professionnelles. Et puis au bout d'un petit moment, je trouvais un peu frustrant de se contenter de suivre des articles, surtout dans la presse grand public. Vous avez un nombre de spécialités très très important, et donc on ne peut pas suivre complètement. Et donc j'ai écrit un premier livre dans les années 90, au début des années 90. Et puis depuis, j'ai pas mal... j'ai diversifié aussi les livres, parce qu'il y en a à peu près... Oui, pardon. Ça marche ou pas? Non. En fait, c'est le hasard des rencontres. Ça va là? C'est le hasard des rencontres qui m'a amené à travailler avec Emmaüs et puis à faire des livres sur l'abbé Pierre. Mais j'ai traité aussi des problèmes de l'eau, des problèmes environnementaux, la mondialisation, enfin, un peu touche à tout, hein, parce que c'est pas. Je sais que c'est les historiens, vous avez vos spécialités et puis c'est difficile de... Mais moi, j'ai touché un peu à tout. Et j'ai fait 26 livres jusqu'à maintenant. Donc voilà. Alors l'origine de ce livre, c'est que j'avais collaboré au service audiovisuel du ministère de l'Agriculture, qui avait un stock d'images très très important. Et il y avait eu, dans les années d'après-guerre, un service cinéma qui était très prémonitoire et qui avait fait travailler
beaucoup de réalisateurs qui sont très connus aujourd'hui. Et moi, j'avais travaillé sur un siècle d'économie rurale. C'était dans les années, fin des années 80. Et puis le responsable m'avait dit, il faut que tu réfléchisses à un documentaire qu'on pourrait vendre à France. À l'époque, c'était FR3, pour l'an 2000. Et donc, je lui avais proposé un synopsis, 1600 Olivier de Serres, 2000, 4 siècles d'histoire de l'agriculture et de l'agronomie en France. Puis finalement, ça n'a pas marché avec le ministère de l'Agriculture. Alors j'ai essayé de trouver des producteurs et puis ça n'a pas marché. J'avais travaillé 6 mois sans toucher un centime. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai quand même investi pas mal de temps. Et puis, c'est Claude Michelet qui m'a dit, vous devriez, j'avais rencontré sur un salon du livre, il m'avait dit, vous devriez en faire un livre. Je fais partie du Centre national du livre. Il y a des aides pour les auteurs. Et donc, j'ai élargi, parce que au lieu de faire 4 siècles, j'ai fait 10 000 ans d'agriculture, parce que depuis la révolution néolithique. Et puis, j'ai eu une bourse du Centre national du livre qui m'a permis de travailler pendant 2 ans à temps plein là-dessus. Puis ensuite, j'ai travaillé pendant presque 15 ans, pendant 3 mois par an sur ce livre, quoi. Et puis, mais bon, c'était une vraie galère parce que pour trouver un éditeur pour un livre qui fait 1200 pages, c'était pas évident du tout. Voilà. Donc voilà pour l'histoire du livre. Alors donc, quand je m'étais intéressé à ce sujet, j'avais trouvé qu'il y avait plein de points communs entre le néolithique et la période actuelle. Je vais essayer de... c'est là. Plein de points communs, oui, entre d'abord l'origine de l'agriculture, l'origine du néolithique, c'est un réchauffement de la planète, un changement climatique. Et puis c'est le passage du nomade 10 à la... c'est bon. Oui, alors j'aime bien ce proverbe sénégalais parce donc quand j'ai commencé le livre, on se posait pas mal de questions. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens. C'est un proverbe sénégalais et je trouvais intéressant de regarder le passé pour mieux comprendre le présent et puis éventuellement avoir des pistes pour le futur. Donc, bon là c'est bon, là c'était bon limite. On peut passer. J'appuie sur le... Voilà, oui, un peu plus. J'appuie là Oui, ici, toi. Oui, d'accord. Donc, les points communs entre le néolithique et la période actuelle, un changement climatique, une augmentation de la température, des populations nomades qui deviennent sédentaires, une modification de l'environnement liée au changement climatique, et puis une population en augmentation, et un nouveau rapport à la plante et à l'animal. Voilà. Et puis ce qui m'avait intéressé aussi sur le néolithique, c'est qu'il y avait pas mal de livres, notamment d'anthropologues ou de politologues américains, notamment Diamond, qui a publié un livre où il met en évidence l'effondrement des civilisations, je crois, et d'autres livres, où il dit l'agriculture est la plus grande escroquerie de l'histoire. Au regard des problèmes environnementaux qui se posent aujourd'hui, on aurait dû rester nomade, et plutôt que de devenir sédentaire, et on n'aurait pas eu tous ces problèmes environnementaux, il y aurait une population moins importante sur Terre, et donc ça a été repris par un livre qui a été un best-seller, c'est le livre de Harari, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, où il a un chapitre, l'agriculture est la plus grande escroquerie de l'histoire. Et puis plus récemment, il y a James Scott qui a écrit un livre sur... Alors c'est un politologue américain qui est anarchiste et qui montre que la naissance des États s'est fait autour du blé. Alors il y a toute une démonstration, c'est assez intéressant. Voilà. Alors je me suis dit, tiens, c'est intéressant de faire la relation entre le néolithique et la période actuelle. Un peu capricieux. Alors là, j'ai repris une carte de Marcel Mazoyer, qui était un professeur d'agronomie à l'agro, et qui lui a écrit aussi une histoire de l'agriculture, mais beaucoup plus fouillée que moi. Et donc vous avez les grands foyers de la révolution agricole du néolithique. Le premier, c'est le foyer proche oriental, il y a 10 000 ans. Quoi. Donc, et puis ensuite, il y a le foyer néo-guinéen, le foyer chinois. Et l'agriculture est née en
endroits sur la Terre sans qu'il y ait de relation entre ces foyers, même s'il y a une différence, parce qu'il y a des foyers donc, qui datent de 10 000 ans, et puis d'autres qui sont plus récents, comme le foyer nord-américain, qui date de 4 000 ou 3 000 ans. Et on se rend compte qu'il n'y a pas eu de foyer en Europe. Hein, pratiquement toutes les espèces qui ont été domestiquées, toutes les plantes qui ont été domestiquées, tous les animaux qui ont été domestiqués ont pas du tout été le fait de l'Europe. L'Europe a simplement domestiqué la betterave sucrière et la luzerne, je crois. Donc voilà. Alors, je vous ai mis là les grands foyers. Puis il y a des foyers un peu secondaires qui sont le foyer africain, le foyer sud-américain et puis en Asie du Sud-Est. Mais les grands foyers, et le foyer du Proche-Orient était très important parce que il a diffusé sur pratiquement une grande partie de l'Asie et puis une grande partie jusqu'au Royaume-Uni. Il a fallu 5000 ans pour que l'agriculture, entre les 10 000 ans au Proche-Orient et les 5000 ans au Royaume-Uni, chaque génération, c'était 40 km à peu près de diffusion de l'agriculture, par deux voies, la Méditerranée et le Danube. Donc voilà. Donc je vous ai mis alors les causes et les conséquences, un changement climatique, une plus grande sécheresse, un bouleversement. Oui, le paradoxe, c'est que l'agriculture est née dans des zones où il y avait très peu d'eau. Hein, le Proche-Orient, il y avait en moyenne 250 mm d'eau par an. Donc on verra plus tard qu'il y a eu beaucoup d'innovations. Les Sumériens ont beaucoup innové au niveau des techniques pour d'irrigation ou de drainage. Voilà. Alors, bouleversement dans les écosystèmes, une augmentation de la population, et des raisons culturelles et religieuses, c'est notamment ce que dit un chercheur français, Jacques Covin, qui écrit un livre « Naissance des divinités, naissance de l'agriculture », correspond un peu la naissance des dieux et la naissance de l'agriculture, c'est à peu près concomitant. De même que ces grands foyers de création de l'agriculture, de naissance de l'agriculture, sont aussi les premiers foyers où il y a des formes d'écriture. Parce qu'il a fallu comptabiliser, il a fallu... donc c'est assez intéressant. Vous avez l'écriture sumérienne, l'écriture égyptienne, l'écriture chinoise, les mayas. C'est à peu près, il y a eu plusieurs millénaires de décalage entre la naissance de l'agriculture et la naissance de l'écriture, mais c'est l'un n'explique l'autre quand même. Voilà. Alors les conséquences, un déboisement. Marcel Moiselier, l'agronome dont je vous parlais, ce processus de déboisement fut sans doute le plus grand bouleversement écologique de l'histoire. La conséquence, c'est au niveau de l'eau, très rare au Proche-Orient, une croissance démographique, parce qu'une population sédentaire fait plus d'enfants qu'une population nomade, à peu près 2 fois plus, quoi. Il y a un enfant tous les 4 ans dans une population sédentaire, et non, l'inverse. Un sur 2 dans une population sédentaire et un tous les 4 ans dans une population nomade. Des bouleversements dans l'ordre social. Alors c'est la naissance des États, c'est la naissance des cités, des États, c'est la création des armées, c'est voilà, la naissance de l'écriture, et un autre rapport à la nature, à l'animal et à l'environnement, et c'est la perte de la biodiversité aussi. J'espère que ça va marcher. Donc voilà. Alors de ces naissances de l'agriculture dans différents foyers, notamment au Proche-Orient, comme il y a très peu d'eau, les agriculteurs vont se mettre le long des fleuves et là où il y a de l'eau, et si bien qu'il va y avoir trop d'agriculteurs, et ça va générer la création la naissance de sociétés pastorales qui vont faire de l'élevage. Et un des traits quand même de l'histoire, c'est l'opposition entre pasteurs nomades et agriculteurs sédentaires. On trouve dans la Bible, Caïn et Abel, on trouve Abraham et Moïse étaient des nomades, et puis on va le retrouver tout au long de l'histoire. On se rend compte que le conflit au Rwanda, c'était l'opposition entre les pasteurs Tutsis et les agriculteurs Hutus. Et puis au Darfour aussi. Et puis c'est le thème de nombreux westerns. Alors le pastoralisme aujourd'hui est en voie de disparition.
Il était très présent en Mongolie, très présent en Afrique avec les populations Peul, Massiat et Touareg. Et puis donc aujourd'hui, c'était des sociétés très écologiques avec une population à peu près d'1 habitant par kilomètre carré, quoi. Donc pour pouvoir en vivre, hein, c'est voilà. Alors, donc on a la naissance, alors là c'est plus autour du foyer chinois, c'est la naissance des civilisations végétales asiatiques, essentiellement autour du riz, hein. Et la grande révolution du riz, ça a été la plantation dans l'eau, quoi, hein. Et ça a permis de faire 2 ou 3 récoltes sur l'année, et c'est à l'origine quand même de l'explosion démographique de la Chine et de l'Inde. Ce sont des régions aussi qui ont été confrontées beaucoup plus que l'Europe aux problèmes de famine. Voilà. D'ailleurs, il y a un philosophe allemand qui a écrit un livre, une théorie il avait fait le parallélisme entre la civilisation du riz et puis les régimes politiques autoritaires. Il disait que c'était très lié. D'ailleurs, la muraille de Chine, elle sépare les producteurs de riz d'autres productions, quoi. Et c'était pour protéger, parce que le riz demande beaucoup d'infrastructures, avec la plantation aquatique. Et donc, il y avait cette explication. Voilà. Alors en Europe, on va avoir un système qui associe élevage et culture, hein, avec un système d'assolement biennal, une céréale une année, et puis une jachère l'année suivante, qui permet de faire paître les troupeaux, et puis de recueillir les déjections animales pour enrichir le sol. Et donc c'est un système qui a prédominé là sur une grande partie de l'Europe, une grande partie de l'Asie, avec des faibles rendements beaucoup moins élevés que le riz. En général, les rendements sont restés à un niveau très faible pendant des siècles, 5 quintaux à l'hectare, sachant que si on retire la part consacrée aux semences et puis les pertes, ça fait 3 quintals à l'hectare, ce qui est très très limite pour assurer l'alimentation des populations, quoi, oui. Donc, alors il y aura une augmentation au Moyen-Âge, c'est quand les outils vont passer, ils étaient fabriqués en bois, ils seront fabriqués en fer. Et notamment c'était lié aux croisades, parce que l'industrie métallurgique, c'était pour fabriquer des armes, et comme les armes étaient parties pour les croisades, enfin les soldats étaient partis avec les armes pour les croisades, il n'y avait plus d'activité métallurgique, donc c'est comme ça que sont nés l'outillage en fer, en métal. Voilà. Là, on va en Amérique latine. C'est intéressant parce que c'est une technique de production qui est très dans l'air du temps aujourd'hui, parce que c'est très végétarien. On a une production au même endroit. On plante du maïs, du haricot et de la courge. Et il y a une complémentarité à la fois agronomique et alimentaire. Parce que le maïs, il va servir de tuteur au haricot. Et puis le haricot, il est riche en protéines, il va fixer l'azote qui va enrichir le sol. Et puis la courge, elle va recouvrir le sol, elle va permettre de conserver l'humidité et d'éviter l'érosion. Et puis donc ces trois plantes qui sont complémentaires au niveau alimentaire, parce qu'il y en a une qui est très riche en protéines, et puis donc il y a une complémentarité entre ces trois. Et ça, c'est une photo que j'avais prise en Ardèche sur la ferme d'Olivier d'Auxerre, qui est maintenant un lycée agricole, et justement ils avaient mis en place ce type de plantation. Voilà. Alors la forêt et l'agriculture, alors ça a été il y a une concurrence très forte entre l'agriculture et la forêt. Quand il y avait augmentation de population, il fallait défricher, et puis
planter. Parce qu'au début, à l'origine, il y a une technique qui s'appelle l'abattis brûli, qui est une technique, parce qu'on n'avait pas d'outils pour les pâtures, on n'avait que des outils pour permettre d'enlever les arbres, les souches, et puis on avait le feu pour brûler, ce qui permettait d'enrichir le sol. Donc les premiers agriculteurs, et ça existe encore dans certaines contrées en Amazonie ou en Afrique, il y a toujours cette technique où on brûle, on enrichit le sol, on cultive pendant 1 an ou 2 ou 3, et puis on passe à un autre endroit, et on recommence, et on revient 20 ans plus tard pour cultiver ces parcelles. Donc, Mazoyer disait que le processus de déboisement est sans doute le plus grand bouleversement écologique de l'histoire. Donc vous voyez, pour vous montrer les liens entre l'agriculture, l'alimentation et l'écologie qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont très très importants, on les a eus tout au long de l'histoire. Voilà. Donc on a, je vais passer peut-être très vite parce que sinon on va... Voilà. Donc la forêt aujourd'hui est quand même un enjeu capital parce que c'est encore un complément alimentaire pour beaucoup de populations. Et puis ça l'a été pour nous au Moyen-Âge parce que l'élevage était essentiellement en forêt. C'est comme dit Brodel, c'était un élevage de plein air. Et donc on comptait d'ailleurs au Moyen-Âge, on comptait la superficie d'une forêt au nombre de porcs qu'elle pouvait accueillir. Voilà. Eau et agriculture. Alors sans eau, pas d'agriculture, il faut à peu près 500 litres d'eau pour produire 1 kg de matière sèche végétale. Donc, alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au Moyen-Orient, il y a très peu d'eau. Et donc c'est pour ça qu'on a eu d'où la naissance des premières sociétés hydro-agricoles. Alors les Sumériens en Mésopotamie et puis en Égypte. Et donc ils avaient des techniques, notamment près des fleuves. Le Nil a joué un grand rôle dans la production agricole et dans l'alimentation des Égyptiens. Et puis ensuite, on a eu des progrès un peu plus importants au Moyen-Âge avec les agronomes musulmans qui étaient en Andalousie, qui ont vraiment inventé l'irrigation. Voilà. Et puis les cisterciens dans nos régions ont joué un rôle très très important avec le développement des moulins. Et il y avait des exploitations immenses. Il y a des fermes Cîteaux, je crois, l'abbaye de Cîteaux, c'est plus de 30 000 hectares. Donc ils avaient des granges, il y avait des moines convers qui travaillaient sur les exploitations, puis des moines qui priaient. Mais ça représentait, c'était un peu les multinationales du Moyen-Âge. D'ailleurs, j'avais rencontré un spécialiste, un historien et politologue à Sciences Po, qui disait, c'était il y a pas mal d'années, il disait qu'il y avait toujours, il avait étudié le vote, les scrutins, les votes dans les régions où il y avait les abbayes cisterciennes. Il disait qu'il restait un fond d'anticléricalisme plus fort que la moyenne dans les régions où il y avait eu ces abbayes cisterciennes, parce que c'était accaparé les terres, et puis que ça s'était transmis de siècle en siècle. Et donc les rizières, on en a parlé tout à l'heure, avec les grands travaux hydrauliques. Et les polders, là c'est la situation inverse, c'est l'excès d'eau, il faut lutter contre l'excès d'eau. En France, il y a eu l'aventure du canal du Bas-Languedoc, qui a permis l'irrigation de tout le du Rhône Méditerranée. Israël, leader mondial, notamment dans le recyclage des eaux usées. Pratiquement tous les avocats qu'on achète, ils viennent d'Israël, ils ont été irrigués avec la matière, avec des eaux usées. Voilà, c'est aussi on compte. L'irrigation aujourd'hui dans le monde, c'est 20% des surfaces et 40% de la production agricole. Ça veut dire qu'il y a un rendement qui est 2 fois plus élevé. Le rapport à l'animal aussi a changé. On a à peu près 25 animaux domestiqués. Ils ont pratiquement été tous domestiqués dans les 3-4 000 ans qui ont suivi la révolution néolithique. Et on n'a quasiment pas domestiqué d'animaux depuis. Voilà. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'élevage était un mal nécessaire. Alors j'ai mis pour la Picardie, là, dans une exploitation, pour un cheval, on avait 3 bœufs, 10 porcs et 30 moutons. En gros, c'était des fermes assez... voilà. Ensuite, les moines ont joué un rôle très très important dans les moines bénédictins et cisterciens, d'abord parce qu'ils ont traduit les traités d'agriculture
des agronomes romains qui avaient été traduits par ensuite par les Espagnols et notamment les musulmans qui étaient en Espagne et donc retraduits par les moines. Et ils ont été un facteur important, c'est notamment dans la conquête des alpages, la transhumance. C'est eux qui ont mis en place les premières fruitières dans les régions de montagne. Et puis donc ensuite, on va avoir au XVIIIe siècle, on va avoir une révolution avec la sélection animale qui vient d'Angleterre. Hein. C'est pratiquement toutes les grandes races au niveau mondial sont nées en Angleterre. Ouais, voilà. Oui, donc là c'est la suite un peu. Donc il y a eu la naissance de la médecine vétérinaire autour de Pasteur. Hein. C'est la naissance de la zootechnie dans le droit fil de Descartes. Hein. C'est technologie des machines animales. Hein. C'était la zootechnie et la définition à l'époque, c'était la technologie des machines animales. Et puis ensuite, il y a eu tout un débat en France sur l'hypophagie. C'était au moment de Victor Hugo. Il s'est beaucoup engagé dans le droit des animaux. Larousse, Maupertuis, et de là est née la société protectrice des animaux. Et au XXe siècle, au début, dans la première moitié du XXe siècle, c'est l'apogée du cheval de trait hein, en France, avec quand même beaucoup de bœufs dans les autres régions. Mais dans nos régions, c'était essentiellement le cheval, avec des attelés parfois de 40 ou 50 chevaux. Hein. Voilà, le rapport à la plante. Donc il y a 3 plantes qui vont marquer l'histoire mondiale. C'est le blé, pour toute l'Europe et une grande partie d'Asie, le riz pour l'Asie, et l'Afrique, et le maïs pour l'Amérique latine. Et c'est les 3 plantes qui vont rester dominantes. C'est des plantes qui ont été... Leur histoire, c'est assez intéressant parce qu'il y a aussi... C'est des plantes sacrées, quoi. On les vénère, dans le catholicisme, il y a toute la... Hein, du blé au pain. Voilà. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui va amener à un progrès considérable, c'est le modèle flamand. C'est des petites exploitations, mais dès le XVe siècle, il n'y a plus de jachères aux Pays-Bas, et ils vont diversifier leurs activités avec de l'artisanat de filage et de tissage. Et puis c'est un système qui va être très intéressant parce qu'ils vont utiliser toutes les dégestions animales pour enrichir le sol, alors que nous, on est enfin les autres pays vont être très très en retard. Et ce système, il va faire des émules en Angleterre, mais sur des exploitations beaucoup plus importantes, et ça va être la révolution foncière en Grande-Bretagne. Et puis donc, pendant longtemps, hein, le régime alimentaire, c'était céréales et essentiellement à base de céréales. Et puis avec la révolution, il va y avoir la pomme de terre c'est le légume révolutionnaire par essence, et puis de nouvelles productions qui vont se développer, notamment. Voilà. Donc voilà, je vais très loin. Intéressant, c'est la sélection végétale dès le XVIIIe siècle, avec Vilmorin et puis toutes les maisons Truffaut, Close qui vont naître à l'époque. Et Vilmorin, c'est 6 générations d'agronomes, de botanistes qui vont révolutionner la sélection. Et puis au 19e, on aura les lois de fertilisation de Liebig. Vous connaissez les boîtes de conserve Liebig, c'était un chimiste allemand qui va déterminer les lois de fertilisation, et c'est l'arrivée de la chimie dans l'agriculture. Et puis avec le développement des échanges internationaux, on va voir le développement des maladies et donc des produits phytosanitaires. Voilà. Alors là, je vous ai mis, oui, Jean Fourastier dans Les 30 Glorieuses, il prend le blé comme l'élément majeur de la métamorphose de l'humanité occidentale. Et le blé qui nourrit l'homme a été en même temps son bourreau, parce que quand il y avait un climat, un mauvais, des récoltes très faibles, il y avait des disettes et des famines. Voilà, je vous ai mis aussi 2 citations là.
notamment combien la trinité blé, farine, pain remplit l'histoire de l'Europe. Elle fait le bonheur et le malheur des gens, quoi, oui. Parce qu'il n'y a pas de diversification, quoi, avant l'arrivée de la pomme de terre. La civilisation du vin aussi très liée à la religion catholique, quoi, parce qu'on produisait du vin à Lens, on en produit peut-être toujours. Et puis il y a un village près de Soissons qui s'appelle Vignoles, et toute cette expansion du vin est liée à... Alors oui, l'agriculture, c'est presque antinomique avec la notion de biodiversité, parce que l'agriculture ou l'agronomie, c'est de lutter contre tous les concurrents de la plante qu'on a plantée. Et donc pour l'accès, il y a une concurrence pour l'accès à l'eau, pour l'accès à la lumière, pour la nourriture. Donc on va tout faire pour que dans une parcelle, il n'y ait plus que la céréale qu'on a plantée. Et donc ça s'est aggravé il y a un siècle ou deux. C'est vrai que l'érosion de la biodiversité s'est fait sur le très long terme, mais il y a 10 000 ans, là, au moment du néolithique, on se nourrissait de 5000 espèces de plantes. Et il y a 1000 ans, on estimait que nos ancêtres cultivaient 500 espèces de plantes et consommaient 1500 espèces sauvages. Et aujourd'hui, 15 espèces, donc 5 graminées, 3 légumineuses, soja, haricots, arachides, 2 plantes sucrières et 3 plantes amidonnières représentent les 3/4 de nos besoins en calories. Donc, et on estime qu'il y a environ entre 40 000 et 80 000 espèces qu'on peut consommer, espèces végétales. Ouais. Et on a le même problème pour les animaux, quoi. Il y a une perte de diversité très très importante. Là, je vous ai mis la carte du trésor génétique Vavilov. Vavilov, c'était un agronome, un botaniste russe qui est né dans les années 1850 et qui va parcourir le monde à la recherche d'espèces végétales. Et donc il va ramener des quantités, je crois il a ramené 3000 variétés différentes de blé, enfin c'était des chiffres phénoménaux, et il a installé un centre du trésor génétique à Saint-Pétersbourg, et quand il y a eu la révolution soviétique, il a été très honoré, et puis très vite il a été mis en cause par un autre chercheur qui était un farfelu, qui avait des théories, qui était Lysenko, la fameuse querelle entre Lysenko, qui était plus dans les schémas marxistes, et on lui reprochait de citer Mendel, de citer Morgan, les grands généticiens qui avaient découvert la génétique. Et donc il a été emprisonné, et puis il est mort de faim dans les geôles staliniennes en 1900, pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mais on lui doit... Alors il avait trouvé 9 centres c'est à peu près autour des tropiques, quasiment. 9 centres génétiques. Et donc on a l'origine des différentes plantes. Peut-être un aspect plus social, c'est labour et labeur. Ils ont la même origine sémantique. Voilà, et j'aime bien cette phrase de Tchekhov: les paysans sont sans cesse au travail, et c'est un mot qu'ils n'utilisent jamais. Voilà. Et puis la référence à la charrue et à l'arère, qui ont été considérés comme des... L'arère existe quasiment depuis... elle est arrivée longtemps après le néolithique, mais depuis au moins plusieurs millénaires. Et puis la charrue est plus récente, mais ce sont des instruments quand même qui ont marqué l'histoire. Et paradoxalement, aujourd'hui, on incite à ne plus labourer, et donc on passe d'une société du labour. Il y a un anthropologue, un ethnologue, André-Georges Audricourt, qui avait écrit un livre très très savant, L'homme et la charrue dans le monde, et il montrait comment c'était essentiel, les charrues étaient bénies. D'ailleurs, je mets là, il y a beaucoup de saints patrons des laboureurs. Il y en a, j'en ai mis que quelques-uns, mais il y en a énormément. Voilà. Donc,
Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas conscience aujourd'hui, mais l'alimentation, c'était une question essentielle pendant des millénaires. Hein. Alors, notamment la phrase de Braudel, des siècles durant, la famille revient avec une telle insistance qu'elle s'incorpore au régime biologique des hommes. Elle est une structure de la vie quotidienne. Cherté, pénurie sont en fait continuelles, familières, même en Europe, cependant privilégiées. Et puis, paradoxalement, les famines, on a beaucoup plus de famines dans les campagnes que dans les villes. C'est lié au fait que une famine dans une ville, c'est un risque de révolution pour les responsables politiques, alors qu'à la campagne, on laisse mourir les gens, ils ne vont pas faire de révolution. Et c'est ce que dit cet historien italien, l'opposition ville-campagne reste de toute manière l'une des clés fondamentales de la distribution sociale en Europe. Ouais. Là, je vous ai mis une suite des grandes famines. Donc, il y en a, dès le 5e siècle, hein, il y a eu du cannibalisme à certaines époques. Il y a eu cette grande famine des années 1314 au XIVe siècle, où il y a un tiers ou la moitié de la population européenne qui est morte, quoi, oui. Et là, il y a une étude, je crois que c'est dans un livre de Braudel, une étude réalisée au XVIIIe siècle, le nombre de famines en France. Il y en avait 10 au Xe siècle, 26 au XIe, 2 au XIIe, 4 au XIVe, 7 au XVe, 7 au XVIe, 11 au XVIIe, 16 au XVIIIe. Voilà, c'était quasiment, c'était très très régulier. Donc la suite, quoi. Comme on parle de l'Ukraine, et une des explications de la haine des Ukrainiens contre les Russes, c'est que quand même c'est Staline qui était à l'origine de la grande famine des années 31-32, où il y a eu 4 millions de morts en Ukraine. Et donc les années 60 vont marquer une rupture. Il y a aussi le grand bond en avant de Mao, hein, qui a fait, on estime, mais la fourchette est large, entre 20 et certains même 10-40 millions de morts. Et les années 60 vont marquer une prise de conscience, justement, ces problèmes de faim dans le monde. Il y a une encyclique de Paul VI, hein, Populorum Progressio. Il y a des débats en France. Raymond Cartier, qui avait écrit un livre sur la Corrèze qui est plus important que le Zambèze, quoi. Oui. Et il y a la création de la FAO aussi, qui a été très très important. Et j'avais vu, parce que comme j'ai travaillé sur les archives de l'abbé Pierre, dans les années 60, il y a eu un congrès de la FAO, justement là pour sensibiliser, et dans chaque État ils avaient invité des grandes personnalités, et pour la France il y avait des personnalités, il y avait François Mauriac, il y avait l'abbé Pierre, il y avait toutes des personnalités très très charismatiques qui étaient au congrès de la FAO. Il y avait Albert Camus, enfin de très fortes personnalités. C'est aussi dans les années 60, c'est le livre de René Dumont, L'Afrique noire est mal partie. Voilà. Puis ensuite, la guerre au Biafra va marquer, parce que la télévision va diffuser des images de cette guerre et des enfants malnutris. Puis ensuite, on aura toute une suite de famines. Donc là, j'ai mis je pourrais vous les donner, c'est quelques citations aujourd'hui de personnes qui disent que finalement c'est pas un phénomène naturel, la famine, c'est un phénomène social, quoi. C'est plus le partage de la nourriture, parce qu'on a suffisamment de nourriture sur Terre aujourd'hui, et c'est un problème aussi de pouvoir d'achat des gens les plus mal nourris, et qui sont pour la plupart du temps des gens de la terre, des paysans, des ouvriers sans terre, ce qu'on estime sur les 800, 900 ou 1 milliard de personnes qui ne mangent pas leur faim dans le monde. 75% sont des gens
aussi les révoltes paysannes. Alors dans l'histoire, ouais, ici à Lambes, il y a eu les jacqueries. Le point commun, c'est des révoltes paysannes, c'est la détestation de l'impôt, c'est l'esprit anti-ville, et puis c'est aussi des querelles autour de la forêt. Les seigneurs s'accaparaient la forêt pour la chasse, et puis les paysans, c'était un complément important à la fois pour la nourriture et pour la construction. Donc il y a eu aussi beaucoup de révoltes paysannes liées à la forêt. Voilà. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que les révoltes paysannes sont différentes parce que pas de même ordre. Il y a la crise vinicole dans les années au début des années 1900. Il y a la Première Guerre mondiale quand même, qui est une guerre de paysans. La plupart entre les deux guerres, il y a eu des mouvements de révolte un peu, on dirait fascistes, peut-être, les chemises vertes de Dorgère. Et puis ensuite, dans les années 60, il y a eu de nombreuses révolutions, de nombreuses manifestations, parfois violentes, il y a eu des morts. Et notamment quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, et il a désindexé les prix des produits agricoles par rapport à l'inflation, et ça a occasionné pas mal de manifestations. Et puis la dernière manifestation tragique, c'était à Montredon, c'était les viticulteurs. Il y avait eu un commissaire de police et puis un manifestant qui sont morts. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus de manifestations violentes, quoi. Et le seul combat victorieux, on peut dire, c'est de Larzac finalement, parce qu'au début, c'était quand même un combat de paysans. Et en 1981, je pense, c'est quand Mitterrand est arrivé au pouvoir voilà. Donc, et c'est là qu'est né un peu, c'est dans ces années-là, sont nés les mouvements d'altermondialisme, et qui sont nés surtout dans les milieux agricoles, paysans, autour de José Bové. Si, là, je vous ai mis 3 citations sur la lente émancipation des paysans du monde. Alors, c'est une histoire sur le très long terme, parce que René Dumont, qui a parcouru le monde, qui était écrit dans un de ses livres, de tous les êtres qui peuplent notre planète, les plus exploités, les plus méprisés, ont généralement été les travailleurs de la terre, les producteurs d'aliments, pourtant soumis aux durs labeurs. Et Simone Veil, la philosophe, le système social est profondément malade quand un paysan travaille la terre, avec la pensée que s'il est paysan, c'est parce qu'il n'était pas assez intelligent pour devenir instituteur. Et puis la dernière citation, c'est de Galbraith, c'est un économiste qui a été conseiller de Kennedy, qui était ambassadeur des États-Unis en Inde, et ça a été un peu un économiste assez iconoclaste, toutes les notions de technostructure dans les entreprises, il est un peu à l'origine. Et je trouve que c'est très vrai, parce que moi je l'ai vu dans mes relations avec les agriculteurs, on ne comprend rien aux paysans de quelque pays qu'ils soient si l'on ne sait pas qu'ils souffrent d'un grave sentiment d'infériorité. Ils cherchent à le compenser en vantant hautement l'importance économique de l'agriculture et les qualités morales et spirituelles que développe la terre chez ceux qui vivent en contact avec elle. Les habitants des villes, même petites, se considèrent d'un esprit supérieurement délié. Et je crois que c'est assez vrai, c'est vrai un peu partout dans le monde. C'est moins vrai aujourd'hui, et puis c'est moins vrai dans des régions assez prospères au niveau agricole. Mais il y a eu... et moi j'avais remarqué que dès qu'on critique un petit peu, mais un tout petit peu les agriculteurs, sans aborder des problèmes de fond, on est contre eux, quoi. Il n'y a pas... et parfois c'est assez difficile de dire ce qu'on pense, quoi. Sur les femmes, il y a très peu de femmes dans l'histoire de l'agriculture. Il y a Jeanne d'Arc, la bergère du Mali. Et puis, dans la recherche, Hildegard de Bingen, une contemporaine de François d'Assise, qui a beaucoup travaillé sur l'alimentation, sur les plantes alimentaires et médicinales. Et puis, il y a une généticienne américaine qui a été prix Nobel, qui a découvert les gènes sauteurs pour améliorer la sélection, et elle a été prix Nobel. Édith Cresson, qui a été la seule femme ministre de l'Agriculture à ce jour en France. Voilà.
Mais pourtant, il y a eu deux périodes très très importantes dans la place des femmes dans l'agriculture. Déjà, au néolithique, les hommes étaient à la chasse, les femmes étaient à la cueillette et nourrissaient les gens. Donc c'était les femmes qui produisaient les plus grosses productions agricoles. Et puis il y a eu la Première Guerre mondiale, quand les hommes étaient sur le front, ce sont les femmes qui ont fait marcher les exploitations. Et récemment, il y a eu le film Les Gardiennes, je ne sais pas si vous voyez, qui raconte cette histoire. Et puis il y a eu au cours de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un mouvement en monde rural qui était très important. C'est la jeunesse agricole catholique qui va révolutionner les campagnes. Alors ils vont être à l'origine en gros de la révolution technologique qu'on va connaître, mais les femmes vont prendre une place très très importante parce qu'elles vont se former. Et à l'époque, il y avait des formations, il y avait un institut de formation qui faisait venir des gens. Il y avait Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde. Il y avait même, je crois qu'il y a Teilhard de Chardin qui intervenait. C'était Michel de Baptiste qui était un syndicaliste agricole, qui était président de la JAC, qui m'avait raconté qu'il faisait venir le père Delbray, qui était un dominicain qui avait beaucoup travaillé sur les problèmes de développement économique, du problème de sous-développement. C'est lui qui avait été l'auteur de l'encyclique de Paul VI, Populorum Progressio. Enfin, des gens très... Il y avait Jean Fourastier, il y avait des grands journalistes, et pour les femmes, ils invitaient Amélie Grégoire, qui était la voix des femmes sur RTL, et puis une autre dame, Eliane Victor, qui était à la télévision. Et donc il y a eu un mouvement de formation très très important, et là les femmes ont pris en charge, parce qu'à l'époque a été mis en place la TVA dans les fermes, les hommes n'ont pas voulu s'en occuper, et ce sont les femmes qui ont géré les exploitations dans les années 60, 70, 80. Et donc il y a eu... on peut passer... Oui, donc voilà. Et elles vont prendre beaucoup de responsabilités aussi dans la vie associative. Et aujourd'hui, les femmes représentent 27% du chef d'exploitation, mais le chiffre est un peu surestimé parce que quand les hommes partent, en général, les femmes sont plus jeunes que les hommes, donc quand les hommes partent à la retraite, elles deviennent chefs d'exploitation jusqu'à leur retraite en attendant une reprise. Et donc, aujourd'hui, une femme est à la tête de la FNSEA. Voilà. Alors, ça a été, pendant longtemps, ça a été l'agriculture, ça a été l'économie, l'activité majeure. Et on peut dire que l'invention de l'économie politique s'est fait autour de l'étude du grain, la valeur d'usage. Les premiers économistes, c'était au XVIe siècle, c'était la comparaison entre... Enfin, ils ont bâti leurs analyses sur la comparaison entre la valeur d'usage et la valeur d'échange du blé. Et il y a plein de... Ricardo a beaucoup travaillé sur les produits agricoles pour développer sa théorie économique sur la complémentarité des pays, enfin, au niveau des échanges. C'est lui qui a un peu inventé la notion de libre-échange. Il y a eu les physiocrates qui sont nés de cette filiation, pour qui l'agriculture, c'était la première activité. Mais quand ils ont dit ça, ça commençait à ne plus être la première activité, quoi. Et Adam Smith, un des premiers économistes libéraux, a dit non, c'est l'industrie, enfin c'est les activités qui sont quand même essentielles. Ouais. Et deux anecdotes peut-être. La première, le cas de spéculation, ça a été aux Pays-Bas, au XVIe siècle, autour des bulbes de tulipes. C'était le premier krach financier. Il y a des plants de tulipes qui se vendaient, c'était le prix d'une grande demeure à Amsterdam. Et puis les premiers, on en parle beaucoup aussi, les premiers marchés financiers, les marchés à terme, ont été inventés à Chicago pour le marché du grain. Voilà. Et dans toute l'histoire, enfin depuis pas mal de siècles, il y a une opposition entre les libéraux et ce qu'on appelle les étatistes ou les mercantilistes. Et vous avez tout au long de l'histoire, alors les physiocrates étaient très libéraux, mais ça s'est terminé par la guerre des farines, avec Turgot, quand il a été ministre alors donc, aujourd'hui, la
enfin la rupture, enfin l'opposition entre libéraux et mercantilistes existe toujours, quoi. L'origine de la PAC, c'est plutôt des mercantilistes, et la libéralisation des échanges, la mondialisation, c'était plutôt des libéraux. Et c'est des libéraux qui ont fait passer l'Europe agricole, qui était très protectionniste, à une Europe complètement libérale dans les années 90, quoi. Donc voilà. Bon, sur les marchés mondiaux, ça a été toujours beaucoup d'échanges, hein, les croisades. Et ils découvrent la civilisation arabe, hein, la route de la soie, qui était très très importante, on en reparle aujourd'hui, la route des épices, les épices c'était l'équivalent du pétrole aujourd'hui, hein, c'était l'Europe des marchands, la Ligue hanséatique, les foires de Champagne, donc la découverte de l'Amérique là, qui va ramener en Europe énormément de plantes nouvelles et diversifier l'alimentation. Puis ensuite, il y aura les grandes expéditions espagnoles, portugaises, anglaises, françaises, hein, avec la création de comptoirs et de jardins botaniques avant la colonisation, qui nous fera découvrir, qui nous fera importer le sucre de canne, l'arachide, le cacao, la banane, le café, le thé, le coton. Et puis aujourd'hui se pose la question de la souveraineté alimentaire. L'Ukraine en est un bon exemple, tout comme la Covid. Voilà. Ouais. Un aspect peut-être plus culturel, c'est que les civilisations, les sociétés rurales sont essentiellement des sociétés de tradition orale. Et d'ailleurs, il y a cette phrase de Jean Jaurès, le pauvre père disait, revient très souvent dans la conversation des paysans. Cette tradition est le seul livre que beaucoup d'entre eux ont lu. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais de naissance de l'agriculture, naissance de l'écriture. Il y a eu une littérature agronomique qui était très très importante, notamment sous l'Empire romain, dans les années premier siècle après la naissance du Christ. Et puis là, j'ai mis l'image du premier grand almanach. Alors, c'est comme la plupart des gens ne savaient pas lire, quoi. C'était beaucoup de dessins. Mais ça a été un grand succès, les almanachs, ça existe encore de nos jours, hein. Les almanachs rustica, voilà. Il y a très peu. Alors il y a un livre qui a été marquant, c'est le livre d'Olivier de Serres en 1600, hein, qui était le premier grand livre agronomique en France. Puis ensuite il y a eu une floraison. Voltaire, sous Louis XV, Voltaire disait on écrit beaucoup sur l'agriculture, mais il y a aucun agriculteur qui a écrit, et en plus ils n'ont pas eu connaissance de ces livres. Les premiers agriculteurs ou paysans qui ont écrit un livre, c'est Rétif de la Bretonne, et puis le métayer Émile Guillaumin, premiers écrivains paysans. Puis ensuite on a au 19e, on a autour du monde des campagnes, on a toute une opposition entre des écrivains comme Balzac qui sont très critiques, Balzac ou Zola, qui sont très critiques sur le monde paysan, puis George Sand et puis d'autres qui font l'apologie du monde paysan. Puis ensuite, on a eu récemment la vague des romans du terroir. Je sais pas, je suis pas dans les temps. Bon, la presse, j'ai mis d'anciens journaux. Ouais, il y a eu une presse très florissante dans les années d'après-guerre. Autour de... Oui, la notion de sacré. Oui. Donc, ouais, je récapitule un peu tout ce que j'ai dit auparavant, quoi, ouais. Mais le curé et l'instituteur qui structure sous la Troisième République, là c'est un clin d'œil, je l'ai rajouté puisque je venais à Laon, c'est les bœufs de la cathédrale de Laon, et avec ce texte de Georges Duby qui dit qu'au fond, si on a pu construire la cathédrale, c'est grâce au travail des paysans qui ont permis de faire prospérer une bourgeoisie qui a pu mettre de l'argent dans la construction des cathédrales. Voilà. Et les peuples ont placé ça tutélaire. Et
et les bœufs que l'on plaça tutélaires au sommet des tours de l'an n'étaient-ils pas vus comme un hommage rendu au travail rustique? Voilà. Donc là, je vais aller très vite parce que donc le 19e siècle, c'est la chimie et le développement du machinisme agricole. Alors on a les premières usines d'engrais à Cheny pour produire des superphosphates. Oui, vous entendez? Là, ce poème de Verhaeren là, sur la mécanisation, formidable des criminels, les bras des machines hyperboliques, fauchant les blés évangéliques, ont effrayé le vieux semeur mélancolique, dont le geste semblait d'accord avec le ciel. C'est la fin d'un monde et le début d'une civilisation plutôt. Mis des grands noms de l'agronomie. Alors, les premiers, Aristote et Théophraste, ensuite les agronomes romains, les agronomes musulmans andalous du Moyen-Âge qui ont beaucoup écrit, qui ont pratiquement créé l'agroécologie. Hein. Je veux dire, on n'invente rien. Hein. Tout a été... Olivier de Serres, Bacquel qui est celui qui a sélectionné les animaux, Bourgelat et Lafosse, les inventeurs de la médecine vétérinaire. Alors, ils étaient en conflit. Hein. Les maréchaux Ferrand jouaient un rôle très très important, jouaient le rôle des vétérinaires. C'était les sabots, c'était tout pour un Lavoisier. Ensuite, l'abbé Grégoire, qui était un personnage important, c'est lui qui a créé le centre de gestion agricole, quasiment. C'était pendant la période révolutionnaire, il était député, il était prêtre, parmentier, Appert avec la conserve, et puis trois personnages quand même qui sont essentiels dans toute l'histoire. Darwin, la sélection naturelle, Mendel, la génétique, qu'on a redécouvert quasiment presque un siècle plus tard, alors qu'il avait tout un... Et puis Pasteur. Dokuchaïev, qui a travaillé beaucoup, c'est un Russe qui a travaillé en Ukraine sur les fameuses terres noires d'Ukraine, hein, qui était le grenier à blé. Le prix du blé était au XXe siècle, au début du XXe siècle, les cours, c'était le prix du blé d'Odessa, qui était la référence pour les cours du blé au niveau mondial. La dynastie des Villemorins, Bibiche, René Dumont, tout le monde connaît, hein, qui est un personnage très très important. Borloo, qui est le père de la Révolution verte, hein, c'est la création de semences de céréales à destination du tiers-monde, mais qui coûtait très cher en énergie, en eau, en produits phytosanitaires, en mécanique, et qui a quand même été globalement un échec. Les découvreurs de l'ADN, c'est l'origine de la génétique actuelle, des OGM, etc. Jacques Pauli, c'est lui qui a importé la génétique animale en France. Et les chercheurs de l'université de Gand qui ont découvert les OGM, dans le blé, il y avait une maladie du blé qui était la gale du collet, qui était une sorte de cancer, et il y avait un transfert naturel, elle s'intégrait dans l'ADN du blé. Et donc c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'on pouvait transférer un gène extérieur dans une plante, dans l'ADN d'une plante. David Holmgren, un Australien qui est le père de la permaculture, et Pierre Rabhi, qui est, tout le monde connaît. Quelques ministres illustres, alors j'ai mis Georges Monnet parce qu'on est allant. Donc il y a eu des grands réformateurs, Henri Queuille, mais Georges Monnet, qui était agriculteur sur le chemin des Dames, je sais pas, et qui a la caractéristique d'avoir été... il avait créé l'Office du blé, c'était une période, sous le Front populaire, donc c'était 36, après la crise de 29, il y avait une crise agricole très très grave, et donc il était venu, il n'est pas du tout d'origine agricole, son père était magistrat, et il était venu faire la guerre sur le chemin des Dames, et il est resté, il a racheté une ferme, il a suivi des cours à l'agro, et puis il s'est engagé dans la politique, il a été maire d'un village sur le chemin des Dames, il a été conseiller général du canton d'Ouchy, Château, et puis et donc ça a été une personnalité marquante. Après, il a été marginalisé parce que il était socialiste, mais il ne s'est pas engagé dans la résistance. Et après-guerre, il est parti en Afrique et il est devenu ministre d'Houphouët-Boigny, ministre de l'Agriculture d'Houphouët-Boigny. Donc c'est le seul cas dans le monde peut-être où
un même individu a été ministre de l'Agriculture dans 2 pays différents. Et il a créé un office du cacao, enfin ça ne s'appelle pas comme ça, mais sur le modèle de l'office du blé, enfin inspiré du modèle. Donc j'ai mis, alors les 3 grands réformateurs, Monet, François Tanguy-Prigent à la Libération, c'est un petit agriculteur de Bretagne, qu'avait choisi De Gaulle, et puis Pisani dans les années 60, qui ont marqué une génération, et puis donc des hommes politiques de premier plan, Edgar Faure, Chirac, Concat. Et puis, donc les 30 Glorieuses, bon, on va passer très vite parce que c'est le plan Marshall et le plan Monet qui vont donner une orientation productiviste à l'agriculture française, avec des personnages aussi. Donc il y a en même temps, après, dans les années, fin des années 50, début des années 60, il y a la construction européenne. Et là, les agriculteurs ont été les plus innovants, parce qu'ils ont accepté la construction européenne, ce qui fait, contrairement au patronat français, contrairement aux autres, ce qui fait qu'il y a eu longtemps, l'Europe verte, c'était essentiellement une politique agricole commune et un tarif douanier commun, quoi, pendant quasiment 20 ans. Donc tout à l'heure, j'en ai parlé, la révolution silencieuse de la jeunesse agricole chrétienne qui a pris le pouvoir en France, alors que c'était plutôt des céréaliers qui étaient à la tête des organisations professionnelles agricoles, et donc incarnés par 3 personnages qui vont avoir des parcours très différents. Michel de Baptiste, il deviendra ministre de Giscard d'Estaing. Raymond Lacombe, c'est un peu le démocrate chrétien, proche de Rocard et de Chirac, et puis Bernard Lambert, il sera élu député MRP, et il démissionnera du MRP au moment de la guerre d'Algérie, et il rejoindra Michel Rocard et le PSU, et il sera... c'est lui qui a écrit un livre qui aussi est marquant, c'est Les paysans dans la lutte des classes. Mais tous avaient la même origine, c'était connu à la JAC, très, très marquant. Donc voilà, enfin ça, oui. Moi j'ai mis quelques regards, parce que sous De Gaulle, c'était quand même les plus grandes réformes foncières ont été prises avec Pisani sous De Gaulle, et je pense que c'est la relation à la terre est complètement opposée à la relation qu'avait Pétain de la terre. Et donc la machine est passée par là, bouleversant l'antique équilibre. Voilà, j'ai fait. J'ai un texte de Fernand Braudel sur l'exode rural qui va s'amplifier au cours de ces années-là. Voilà. Qui dit que cet exode rural, c'est le phénomène le plus important de cette période dans l'histoire de la France, dans l'identité. Vous trouvez ça dans l'identité de la France. Ouais. Henri Mandras, qui est un sociologue, qui a écrit un livre en 67 ou 69, La fin des paysans, et qui aussi a été très, très marquant. On passe d'un état paysan à un métier d'agriculteur, quoi, avec toute la révolution technologique. Bloch-Léné, qui était un faux fonctionnaire, et c'est dans la préface du livre de Michel de Baptiste, l'élan des jeunes agriculteurs. Et cette mue profonde, que cette mue profonde soit le fait de la jeunesse la moins favorisée, n'est pas pour surprendre. Ce phénomène est conforme au précédent historique. Les révolutionnaires sont rarement âgés et nantis. Ce qui est le moins habituel, c'est que leur révolte soit aussi sereine, aussi lucide et aussi efficace. C'est vrai que et ça a joué un rôle très très important, notamment auprès des femmes, qui ont pris une certaine... Donc l'Europe, alors ça a été dans un premier temps l'Europe de l'enthousiasme. Là, j'avais retrouvé un article de Pierre Drouin, c'était à l'époque de la signature du traité de Rome, qui écrivait cette décision franche face aux tergiversations des milieux industriels, une influence capitale sur l'orientation des débats qui menèrent à la ratification des traités de Rome. Et c'est vrai que le syndicalisme agricole, enfin la profession agricole, a été pionnière dans la construction européenne. C'était un pari, parce que décider que son revenu allait être décidé à Bruxelles, au lieu de Paris, c'était quand même un pas, à l'époque, pas évident à... Voilà.
Mansholt, ça c'est le père de la PAC. Il avait été ministre de l'Agriculture aux Pays-Bas. Et il a été très jeune ministre de l'Agriculture parce qu'il a été ministre de l'Agriculture juste après la Seconde Guerre mondiale. Il est chargé du ravitaillement. Et il a été très marqué par cette période. Et il était très productiviste. Aux Pays-Bas, on est très productiviste. Et la lecture du rapport du Club de Rome dans les années 70 l'a amené à revoir toutes ses positions. Et comme on verra pour René Dumont tout à l'heure, il est devenu plutôt écologiste après le rapport du Club de Rome. Ça a été déterminant pour toute une génération de gens qui se sont mis en cause alors qu'ils étaient déjà âgés. Hein. Donc, alors c'est de l'enthousiasme aux désillusions. Donc là, j'ai mis toutes les difficultés qu'allait rencontrer l'Europe agricole. Alors, c'était d'une situation déficitaire parce qu'au moment où on a signé le traité de Rome, l'Europe était très déficitaire. Hein, et elle est devenue très vite excédentaire. Ensuite, il y a eu les problèmes monétaires avec l'invention des montants compensatoires monétaires. Ça a été... Ensuite, il y a eu les élargissements, la découverte de la dépendance au soja américain. Et puis depuis les années 90, on a remis en cause l'aspect protectionniste de la politique agricole commune pour l'ouverture sur les marchés. Et ça a été le détricotage un peu de la politique agricole commune, les crises financières, et puis la Covid, la guerre en Ukraine, un sursaut pour l'Europe, on verra. Les crises paysannes. Alors il y a un aspect qui m'avait marqué. Je trouve qu'il y a 3 indicateurs qui montrent qu'il y a une crise quand même qui est depuis 3 décennies qui est presque existentielle. C'est le taux de suicide en milieu agricole qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. C'est la première catégorie socio-professionnelle depuis des années. Hein, parce que je me souviens, j'avais rencontré un psychiatre en Normandie qui avait beaucoup travaillé sur ces problèmes-là, qui avait fait sa thèse sur le suicide en milieu rural. Et donc c'est dans les années 80-90, c'était déjà la profession qui se suicidait le plus. L'autre aspect, c'est l'augmentation du vote pour le Rassemblement national. Jusqu'à une période assez récente, avec les catholiques pratiquants, les agriculteurs étaient ceux qui se méfiaient le plus des extrêmes. Et c'est plus vrai maintenant. Il y a un vote Front National qui est supérieur à la moyenne nationale. Et puis l'opposition à l'Europe. C'est la catégorie socio-professionnelle qui a voté le plus contre Maastricht et contre le traité constitutionnel, alors qu'ils étaient les plus enthousiastes. Donc ça, une grande partie de la crise existentielle se retrouve dans cette situation, je crois. Ouais. Alors, on a connu des mutations considérables, hein, avec on peut passer. Donc, des arrois. Il y a eu, en 91, je crois qu'il y avait eu 300 000 ruraux et paysans à Paris. Et là, ils avaient mis en avant l'aspect défense des territoires. C'était, alors que maintenant, on n'est plus du tout dans cette problématique. Bon, ça, c'est un peu un résumé de tout ce que... C'est la grande mutation, on est passé de... bouleversement, on va voir bouleversement démographique, technologique, économique. On peut... Ce qu'on va les revoir là, c'est... Donc on avait 6 millions d'exploitations à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on en a moins de 400 000 aujourd'hui, 2,3% de la population active, et les chefs d'exploitation représentent 1,8% de la population active. Donc on est passé d'un monde majoritaire, quasiment majoritaire en 50 ans, à un monde presque marginalisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de paysans que d'enseignants. Et on a une agriculture plus sociétaire avec des formes de société. Hein, en gros, il y a un tiers des agriculteurs qui sont en société pour 2 tiers des surfaces.
Et on a un monde agricole qui est complètement désarticulé entre une agriculture de firme qui est dans les logiques financières transnationales et puis une agriculture alternative qui est menée souvent par des acteurs qui ne viennent pas du milieu agricole, qui investissent dans les circuits courts, dans les j'ai oublié le nom là, on verra tout à l'heure. Et puis au milieu, une agriculture familiale qui reste majoritaire mais qui connaît de grosses difficultés. Le poids politique des agriculteurs, il a aussi beaucoup baissé. Hein. Donc les bouleversements technologiques, là j'ai mis on a à peu près gagné Philippe Fouillard me dira, on confirmera ou pas, on a gagné entre les années 60 et les années 90 un quintal par an en rendement de blé, et depuis 90 ça stagne, quoi. En gros lié au changement. Enfin, on estime que c'est le changement climatique qui est bouleversement économique. L'agriculteur nourrissait 15 personnes dans les années 80 et on nourrit 60 en 2008. On a eu une productivité agricole qui a été multipliée par 5 depuis les années 70. Mais la part de l'agriculture dans le PIB, dans la production intérieure brute, c'est passé de 4% en 80 à 1,5% en 2018. L'accroissement de la taille des exploitations, et puis le corollaire, c'est une augmentation de l'endettement. Voilà. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, là, c'est le passage d'un état de paysan à un métier d'agriculteur. Il y a eu une évolution sémantique, hein, on a parlé des laboureurs au XVIIIe siècle, des cultivateurs à partir des années 60, agriculteurs, et puis ensuite, selon la spécialité de l'agriculteur, on a dit céréalier, producteur laitier, producteur de viande bovine. Et puis le terme de paysan est revenu il y a quelques années, parce qu'il définit bien le rôle du paysan le rôle de l'agriculteur dans un pays. Et puis donc on est passé de l'exploitation familiale, souvent vivant en autarcie, en cohabitation, à des structures juridiques. Et il y a eu l'émergence du concept d'entreprise agricole depuis les années 90. D'ailleurs, il y a toute une génération de responsables professionnels. Les Lacombe de Baptiste étaient proches des syndicats ouvriers, notamment la CFDT, parce qu'ils avaient milité dans les mouvements d'action catholique. Et puis après les années 90, le syndicalisme agricole s'est rapproché du patronat et du MEDEF. Donc là, il y a eu une rupture, il y avait une proximité avec les syndicats, il y a eu des accords avec Force ouvrière, il y avait des relations très intenses entre le syndicalisme ouvrier et puis le syndicalisme agricole. Et aujourd'hui, c'est un syndicalisme essentiellement patronal. La grande hétérogénéité. Ah oui, ça c'est une des grandes évolutions. C'est l'agriculture. Alors aujourd'hui, on a 390 000 exploitations agricoles. On a en amont 3 industries de l'agrochimie qui font 60% des semences et puis plus que 60% des produits phytosanitaires. On a 5 industries du machinisme qui font 65% du marché. Et le seul fabricant de tracteurs en France, c'était Renault, et ça a été vendu. Il n'y a plus de fabricants de tracteurs en France. On a en aval, on a 5 centrales d'achat qui représentent 90% du marché. Et puis on a des industries agroalimentaires qui ont des positions dominantes. Donc, et puis pour le commerce international, on a 4 grands groupes. 2 Américains, un Français, un Franco-Suisse, lui Dreyfus, et puis un Argentin. Donc ça montre une forte concentration en amont et en aval de l'agriculture, et au milieu, et je ne parle pas de la grande distribution, enfin si, de la grande distribution, c'est qui dicte la loi. Quand on le voit malgré les lois qui ont pu être votées, on voit que la grande distribution reste maîtresse des prix, quoi. Donc, ouais, peut-être, depuis un autre aspect qui n'est pas inintéressant, depuis 89, dans l'agroalimentaire, les investissements immatériels, c'est-à-dire la recherche, le marketing, la publicité, la finance, sont supérieurs aux investissements matériels.
C'est-à-dire, alors quand je dis investissement matériel, c'est le produit agricole, la matière première et l'emballage. Et donc, ça a été une rupture quand même, parce que ça montre que la valeur ajoutée se fait autour pas sur le produit agricole au sein du produit alimentaire, mais sur tous les services qu'il y a autour du produit alimentaire. Et ça représente la plus grosse part du prix du produit et de la valeur ajoutée. Et je trouve il y a une sous-rémunération, parce que si on n'avait pas le produit agricole, le produit alimentaire, l'emballage n'aurait aucun intérêt. Il y a une sous-rémunération. On a des produits qui représentent la part agricole d'un produit alimentaire, c'est 10% et parfois moins. Et alors que tous les produits, le marketing, la recherche représentent des parts beaucoup plus importantes. Et je trouve que ça a été une rupture. Oui, les amas, je voulais dire tout à l'heure, c'était... Ah oui, donc, j'avais fait ce constat, l'agriculture, c'est un secteur qui est complètement à contre-courant des évolutions actuelles. Ça demande du temps long, parce que pour produire du blé, il faut quelques mois. Pour produire un bœuf, il faut 3 ans. Et alors, on peut accélérer la sélection, etc. Mais c'est une activité sédentaire dans un monde de plus en plus nomade. C'est une activité productrice de biens essentiels dans un monde où domine l'immatériel, le virtuel. C'est une activité en lien avec le vivant dans un monde de plus en plus virtuel. C'est une activité entrée dans des territoires au sein d'un monde globalisé qui fonctionne en réseau. Et c'est une activité de dimension artisanale directement confrontée au marché mondial. Et puis c'est une activité qui en plus n'entre pas dans les schémas classiques de l'économie politique. C'est difficile, les hommes politiques n'arrivent pas à comprendre ça, mais il y a une citation juste après, celle d'un économiste. L'agriculture est je trouve c'est très vrai, est une réalité sans théorie. Ni la théorie classique ni la théorie marxiste ne sont capables d'étudier la complexité de l'économie rurale. Et je trouve que c'est... Et alors paradoxalement, c'est complètement à côté des évolutions actuelles, mais c'est complètement au cœur des enjeux de société, géopolitique. On le voit avec l'Ukraine, les marchés mondiaux, le problème de l'alimentation au niveau mondial, les questions autour de la souveraineté alimentaire, les questions économiques, sociales, les questions culturelles, la place des paysages, c'est quand même le fruit les paysages qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail agricole sur un millénaire. La gastronomie, les problèmes d'aménagement du territoire, les métropoles et la France des territoires, les nouvelles technologies du vivant, les OGM, la génomique, le porc pharmacien, le clonage, etc. En termes d'éthique aussi, bien-être animal, de qualité de vie, et puis on verra un des aspects essentiels, l'environnement, au cœur des enjeux environnementaux. Voilà. Alors, je vais pas revenir, les enjeux géopolitiques, j'ai repris pour l'histoire de la mondialisation, je vois que le temps, on peut, si vous avez besoin, je peux vous envoyer c'est pour ceux que ça intéresse. Donc nourrir, alors la grande contrainte quand même, nourrir 9 à 10 milliards d'individus en 2050, avec beaucoup de contraintes, moins d'énergie et moins de chimie. Donc, parce que la raréfaction du pétrole, ça va quand même à terme poser de gros problèmes. Des techniques plus respectueuses de l'environnement et moins d'hectares cultivables par habitant. En 1960, on avait un habitant de la Terre disposait de 4300 mètres carrés pour se nourrir. En 2005, on était à 2200 mètres carrés et en 2050, on sera à 1600 mètres carrés. Et dans un monde de plus en plus urbanisé, la concurrence des agrocarburants avec les produits alimentaires, l'accès à l'eau et les conséquences du réchauffement climatique, et puis pour le tiers-monde, les problèmes de souveraineté, puis redonner sa dignité au métier de paysan. Si longtemps le paysan a été un peu comment dirais-je, au plus bas de la société, c'est le cas encore dans les pays en voie de développement. Et voilà, donc on peut... Grande diversité des systèmes agricoles, on a des écarts de productivité de 1 à 1000 aujourd'hui. Alors c'est René Dumont qui disait la mondialisation, c'est mettre un agriculture burkinabé
qui court à pied avec un céréalier français qui roule en Ferrari, quoi. Donc, alors, on avait, au 19e siècle, à la fin on avait un écart de 1 à 10. Et là, on a un écart de 1 à 1000. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de paysans dans le monde. 1,3 milliard de paysans, 45% de la population active. Mais moins de 30 millions produisent 1000 fois plus que le milliard de paysans le plus démunis. Donc il y a une grande inégalité. Et les 4/5 des paysans n'ont pas de culture attelée. C'est-à-dire qu'il faut travailler à la main. On compte 250 millions d'animaux de trait et 28 millions de tracteurs pour 1,3 milliard de paysans. Grande diversité des régimes alimentaires. Bon, là, si des gens sont intéressés, je peux leur donner les éléments, mais il y a aussi une grande diversité. Au niveau de l'aménagement du territoire, l'agriculture, quand même, il y a un livre qui était paru après la Seconde Guerre mondiale, d'un géographe, Jean-François Gravier, Paris et le désert français. Ensuite, on a l'exode rural qui s'est amplifié. La chanson La montagne de Ferrat en 64. Le grand chambardement des campagnes, remembrement. On a l'arasement des haies. Et puis la prise en compte dans les années 70, il y a Pompidou dans un discours qui était assez marquant sur ces problèmes-là, qui dit la France ne doit devenir à aucun prix une poussière d'agglomération urbaine dispersée dans un désert, même verdoyant, même entretenu. Alors à l'époque, il y avait le commissariat au plan, il y avait la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire, qui avait mis en place des outils pour développer les zones rurales. Mais avec la crise des années 70-80, il y a eu toutes ces aides se sont recentrées sur les industries qui étaient en concurrence, c'était la sidérurgie, le textile, etc. Donc il y a eu un désengagement de l'État. Et puis ça nous donne aujourd'hui des territoires, on a 5 habitants au kilomètre carré dans les Alpes du Sud, 8 dans la Lozère. Je crois qu'à Mende, il y a une seule pharmacie. Et on a les territoires très ruraux, c'est 26% de l'espace pour 5% de la population. Et en fait, quand on dit qu'il y a une augmentation de la population rurale, c'est essentiellement les ruraux périurbains, ce qu'on appelle, les villages près des grandes villes ou des grandes métropoles. Voilà. Et puis ces fractures territoriales, elles se posent aussi à l'étranger. L'élection de Trump était très territoriale, les gilets jaunes, le Brexit, c'est les régions défavorisées qui se rebellent contre Philippe Plamour, oui, c'était... mais bon, on va aller très vite parce que la notion de paysage paysan, qui est paysage, c'est donc construction millénaire, mais c'est qu'à partir des années 70, on a pris conscience de la question paysagère avec les parcs naturels. Et puis il y a eu la mission paysage en 92, parce qu'il y avait, avec le développement des friches, il y avait l'angoisse d'une reforestation, mais qui permette de masquer les paysages. Notamment, il y avait eu des études dans les Vosges pour dire, en fait, cette reforestation brouillonne masque les paysages, et donc il y a eu une mission pour le paysage, et on a beaucoup étudié ça. Mais dans l'agriculture, c'est un atout, le paysage. C'est sur les produits de qualité. Je prends l'exemple du Beaufortin. C'est 2 races de vaches, un cahier des charges qui est draconien, les alpages, un paysage et un savoir-faire ancestral, et un produit, le Beaufort. C'est pareil pour le Comté ou l'Aubrac, c'est des régions qui valorisent 4 fois mieux le lait que dans les autres régions, quoi, ouais. Alors après, on peut passer vite. Les pays. J'ai un paysage. C'est paysan. La photo date. Ça, on peut passer. C'est un texte d'Aldous Huxley qui prévoit notre relation à la nature. Le bien-être animal, il a profondément changé, et notamment par la littérature, par le cinéma. Et puis, donc, des grands sujets actuels, le loup, l'ours ou l'agneau, c'est la réintroduction d'espèces qui pose beaucoup de problèmes dans les régions de montagne.
avec ces deux légitimités environnementales. La légitimité des bergers qui disent nous on est les vrais écologistes parce qu'on entretient la montagne, et puis une autre légitimité qui est de dire il faut réintroduire du sauvage dans ces milieux-là. Et puis alors, les débats autour de la chasse, de la tauromachie, des animaux de cirque, très actuels. Et puis il y a eu tous ces enjeux en termes de sécurité alimentaire, dus aux hormones à la vache folle. Bon, ça c'est... Ouais, on peut... Donc, ce que je disais tout à l'heure, la réintroduction met en cause quand même l'élevage en montagne, qui est un élevage très écologique. Et puis en plus, ces questions aujourd'hui de est-ce qu'on va vers des sociétés végétariennes. J'avais lu un rapport dans les années 80-90 qui disait que ça serait un des grands enjeux des décennies suivantes, le problème de le végétarien. Et donc là, je vous ai mis deux textes. La chair animale prend de plus en plus l'apparence d'une matière travaillée, transformée, de plus en plus éloignée de l'animal vivant et des formes identifiables. C'est un sociologue qui est spécialisé dans l'alimentation. Et puis Claude Lévi-Strauss qui dit « Un jour viendra où l'idée que pour se nourrir, les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres vivants et exposaient complaisamment leur chair en lambeaux dans des vitrines inspirera sans doute la même répulsion qu'aux voyageurs du XVIe ou XVIIe siècle, les repas cannibales des sauvages américains, océaniens ou africains. » Voilà. Je crois qu'il a été enseignant à Londres, non ? Oui. Et il a été l'assistant parlementaire de Georges Monnet. On ne sait pas avant de... J'ai pas compris qui vous avez parlé. Claude Lévi-Strauss. Il a été en même temps de Sartre, je crois. Oui, c'est de là. Ouais. Et donc, en fait, c'est pas un problème nouveau, parce que quand on regarde les végétariens célèbres, Platon, Lanzadel, alors j'ai mis deux Platon et Lanzadel, Confucius, Kafka, François d'Assise, Martin Luther, Charles Darwin, Théodore Monod, Georges Cuvier, Albert Schweitzer, Virgile, Marguerite Yourcenar, Pascal, Montaigne, Jean-Jacques Rousseau et Voltaire, c'était le seul point commun qu'ils devaient avoir. Lamartine, Zola, Tolstoï, c'est... Un nouveau regard sur les plantes, on va aller très vite aussi. C'est la même évolution pour les nouvelles technologies du vivant. Donc la découverte de l'ADN en 1953, et puis dans les années 70, la crise économique. On se dit le secteur des biotechnologies, ça peut être très, très fructueux pour l'économie, notamment aux États-Unis. Et il y a eu un rapport en France, Sciences de la vie et société, c'était sous Giscard, et qui annonçait des biotechnologies très, très prometteurs. C'était un saut qualitatif et quantitatif Et donc, alors, il y a les OGM, et puis Dolly, la première, le clonage des animaux. Pour l'anecdote, moi, j'avais rencontré à l'époque un des grands pontes de l'INRA, l'Institut de la recherche agronomique, qui était spécialiste dans de l'animal, et c'était peut-être 2 ans avant Dolly. Et il me disait, de toute manière, on sait faire le clonage embryonnaire, hein, on faisait à partir d'embryons et on arrivait à faire du clonage embryonnaire, mais le clonage cellulaire, ni vous ni moi ne le verrons un jour. Et pourtant, c'était un grand chercheur. Hein, et puis, 2-3 ans après, on a appris qu'il y avait des chercheurs qui maîtrisaient, justement, à partir d'un morceau de l'oreille d'une brebis, on a reconstitué une autre brebis. Ça avait fait un débat très, très, très fort, politique. Les hommes politiques aussi avaient, je me souviens, Clinton, tout le monde avait peur du clonage humain. Alors, je ne sais pas si ça s'est fait, mais c'est possible de le faire. Alors, là, on est au cœur des enjeux environnementaux, changement climatique, eau, sol, biodiversité, puis on va les revoir, mais très rapidement. Ah oui, donc là, j'avais retracé un peu Il y a un livre qui a été très marquant dans la prise en compte des problèmes environnementaux, c'est Le printemps silencieux de Rachel Carson. C'était une biologiste qui a fait un livre sur les dégâts du DDT sur la faune. Voilà. Ensuite, il y a eu les naufrages du Torrey Canyon, etc. Et puis René Dumont, qui était le premier candidat écologiste
à une élection présidentielle. En 1974, il y a eu un 32% des suffrages, et qui était un très productiviste, qui était dans les années d'après-guerre très productiviste. Il avait fait partie du commissariat au plan. Changement climatique, l'agriculture à la fois la victime, parce que en fait le réchauffement climatique peut être favorable à l'agriculture parce qu'il y a un effet de serre, on met qui favorise le rendement. Mais une des conséquences, c'est des climats extrêmes, enfin des événements climatiques extrêmes, et qui occasionnent des sécheresses ou des inondations. Et finalement, le bénéfice-risque, c'est plutôt un risque. Elle est coupable parce qu'elle émet 24% des gaz à effet de serre. Alors surtout, parce que vous avez 3 types de gaz à effet de serre, vous avez le CO2, mais vous avez le méthane, et l'agriculture est le principal producteur de méthane. C'est la flatulence des bovins, c'est les rizières qui produisent du méthane, et le méthane a un pouvoir réchauffant beaucoup plus important que le CO2. Et puis vous avez tout ce qui issu des engrais, j'ai oublié le nom, mais qui est aussi un gaz qui réchauffe l'épandage d'engrais, occasionne un gaz, enfin avec l'azote, une diffusion très très importante, et c'est un pouvoir réchauffant aussi très très important. Puis elle peut être la solution parce que les capteurs de CO2, c'est les océans qui représentent à peu près 50%, c'est la forêt 25%, et c'est les terres agricoles qui représentent 25%. Donc si on arrive à stocker du carbone dans la terre, on peut en partie résoudre, au moins partiellement, le problème. Alors le problème de l'eau, ça c'est l'agriculture est la principale consommatrice, utilisatrice d'eau. 90 au niveau mondial, c'est 90 à 97% des volumes d'eau, avec un problème à la fois quantitatif qu'on rencontre quand même dans des régions, dans des zones privilégiées comme les nôtres, on rencontre régulièrement quand même un problème d'alimentation en eau. Et puis un autre problème en aval, c'est le problème de la qualité de l'eau, où là l'agriculture est quand même une des principales causes du coût élevé de l'eau, parce que les produits polluants sont... L'industrie a fait de gros efforts, mais pas l'agriculture jusqu'à là. Les sols, on a perdu la moitié de la matière organique entre 1950 et 2020. Et puis les sols, ça paraît comme inerte, comme c'est un milieu très très vivant. Et j'avais trouvé, il y a Marcel Boucher, là, c'est un chercheur de l'INRA qui était complètement autodidacte, mais qui était passionné par les vers de terre. Il est devenu le grand spécialiste mondial. Et il écrit, on trouve en France 55 kg d'hommes à l'hectare, 2 à 3 kg d'oiseaux seulement, et 1,1 tonne de vers de terre. Ces seuls vers de terre représentent entre 60 et 680% de la masse des animaux de nos écosystèmes. Voilà la base de fonctionnement de nos écosystèmes, les plantes, les micro-organismes et les vers de terre. Donc, c'est montrer l'importance du sol. On ne voit pas qu'ils sont pollués, on voit la mer qui est polluée, on voit les rivières qui sont polluées, mais le sol, on ne le voit pas. Et donc, il y a le problème avec le tassement des terres, etc. Il y a une vie, la matière organique a complètement disparu. Et René Dumont disait toujours, il faut, dans une exploitation, il faut des productions végétales et des productions animales, parce que c'est important d'avoir du fumier pour enrichir le sol. Voilà. La biodiversité, ça aussi, c'est essentiel. Oui, l'INRA avait publié la contribution à titre gratuit des pollinisateurs. Ça représente au niveau mondial 153 milliards d'euros par an. Et en France, 2,8 milliards d'euros. C'est-à-dire s'il fallait le travail naturel des abeilles et des autres pollinisateurs représente cette valeur économique-là. Et donc on a une biodiversité qui... et c'est 10% de la valeur de la production agricole mondiale. Je vais très vite, c'est peut-être... donc voilà, ça c'est ce que disait Jean-Marie Pelt. 93 plantes alimentaires importantes sont pollinisées par les insectes. Voilà. Plusieurs milliers de variétés de tomates à travers le monde. Alors les pesticides, je vais aller très vite,
c'est un des gros problèmes. Le Grenelle de l'environnement en 2008 avait prévu de baisser de 50% l'utilisation de produits phytosanitaires, et en fait on a eu une augmentation, quoi. Je pense que c'est je vous en parlais tout à l'heure, printemps silencieux, donc l'impact du DDT sur le chant des oiseaux, quoi, qui disparaît. Mais c'est un livre remarquable, hein. Ça a été agriculture et énergie. J'ai mis parce que c'est assez intéressant. Il y a un centre d'études américain qui a essayé de prévoir l'évolution des différentes des pâturages, des forêts, des broussailles, des toundras, etc. sur le temps. Et on s'aperçoit qu'il va y avoir ce qu'ils annoncent, c'est une très grosse concurrence entre les agrocarburants. Déjà aux États-Unis, il y a 40% du maïs qui est utilisé pour fabriquer les agrocarburants et l'alimentation. Et quand on voit cette évolution-là, on se dit en 2095, alors avec toute la marge d'erreur, hein, parce que la prospective, c'est pas une science exacte, mais on voit que ça représente presque 50% des productions. Et on voit que tous les pâturages cultivés, naturels, les prairies, ne représenteront plus rien, alors qu'ils sont un capteur de CO2 très très important. Donc c'est l'enjeu majeur, je crois, à l'avenir, ça sera la concurrence entre les débouchés énergétiques et les débouchés alimentaires. Donc ça s'est mis, il y avait les chevaux de trait avant, et puis alors la Covid, est-ce que les campagnes sont de retour? Est-ce que notre futur sera local? Est-ce que... Oui, j'avais mis cette phrase... Pompidou, je suis de ceux qui pensent, Pompidou dans les années 70, hein, je suis de ceux qui pensent que dans 50 ans, la fortune consistera à pouvoir s'offrir la vie du paysan aisé du début du XXe siècle, à bien des égards, c'est-à-dire de l'espace autour du sol, de l'air pur, des œufs frais, des poules élevées avec du grain. Je trouve que c'était assez prémonitoire pour l'époque. On était en plein dans les 30 Glorieuses, donc j'ai mis... la ville touriste, alors les nouvelles activités. Puis ça, oui, après la pandémie, il y a eu pas mal d'installations, alors je ne sais pas si elles sont durables ou pas, d'installations de gens, de cadres parisiens dans des zones... le jardin. Thomas Jefferson, le père de la Constitution américaine, qui était un agronome qui défi alimentaire. Alors on a deux conceptions, ça, 8 siècles d'agronomie ou bien l'enquête du canard enchaîné sur nos assiettes. Alors le problème de sécurité alimentaire, ça date, c'est assez récent, la sécurité alimentaire. Il y a eu le problème des veaux hormones dans les années 70, il y a surtout eu le problème de la vache folle là, qui a été une rupture dans la sécurité alimentaire en France. Elle n'est pas acquise, hein. Il y a un quart des Français qui se restreignent sur la qualité. Et il y a une enquête qui a été faite par le Secours populaire, je crois que c'est 27 qui se restreignent pour la qualité et 37 pour la quantité. Et alors, un des effets, cette alimentation, c'est un taux d'obésité qui est en forte augmentation. Voilà. Donc là, on peut passer, c'est peut-être marquante au niveau de la... le vrai coût de l'alimentation, ça c'est intéressant. C'est la Fondation Rockefeller, hein, qui est pas, c'est pas des écolos, qui a calculé le vrai coût de l'alimentation. C'est assez récent, on n'a quasiment pas parlé en France, mais ils ont calculé les externalités négatives, c'est-à-dire au niveau de la dégradation de l'environnement, au niveau de la santé, et puis au niveau de toutes ils ont rajouté toutes les subventions qui étaient destinées à l'agriculture, et on se rend compte que j'avais pris les chiffres pour la France, mais c'était énorme. Les conséquences du surpoids et de l'obésité en France, ça représente 9,5 milliards d'euros par an. Hein. Et le coût total des effets de santé publique, c'est 14 milliards d'euros. C'est équivalent à l'ensemble des aides publiques à l'agriculture. L'aide alimentaire, c'est 1,5 milliard d'euros. Et le gaspillage, c'est 16 milliards d'euros.
Et alors, ils n'ont pas trop étudié les externalités environnementales, parce que c'est difficile à quantifier, mais rien que le traitement de l'eau, c'est 1 milliard d'euros par an. Donc, et là, la Fondation Rockefeller dit que le vrai coût de la nourriture est 3 fois plus élevé que le coût du marché. Ça veut dire que nos produits alimentaires, si on tenait compte de tous les coûts des externalités, seraient 3 fois plus élevés. L'autonomie alimentaire, on croit qu'on est... Télérama avait fait une couverture, 3 jours. Paris, il y a 3 jours d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire s'il y avait une grosse grève des transports, on a... Je crois que c'est long, c'est 2 jours. Et ouais, oui, il y a une étude qui a été faite. En fait, il y a très peu de produits qui sont consommés sur place. Dans les grandes métropoles, vous avez, c'est moins de 2% des produits agricoles consommés, par exemple à Bordeaux, qui proviennent de 100 km, 50 à 100 km autour de Bordeaux. Ça veut dire que 98% de la production est exportée, et il n'y a que 2%. Alors ça veut dire qu'on ne va pas produire tous nos besoins autour de... Mais ça veut dire que si on passait à 15%, on changerait complètement la donne. Ça veut dire que la dépense agricole locale, elle est de... Je sais plus, c'est 15 euros par habitant par an dans une métropole. Hein. L'argent que revient aux producteurs locaux, c'est 15,50 euros. C'est très très peu. Hein. Donc... Et là, il y a une universitaire allemande qui a calculé le nombre de kilomètres parcourus pour fabriquer un yaourt aux fraises qui est vendu à Stuttgart. Alors, vous voyez, les fraises viennent de Pologne, le verre vient de... Enfin, c'est quasiment 10 000 kilomètres. Le gaspillage alimentaire, ça c'est aussi énorme. C'est 108 euros par personne. Ça représente... Alors, je sais pas, c'était l'ADEME qui donnait les chiffres, 20 milliards de repas. Les Restos du Cœur en distribuent 150 millions, donc ça vous montre. Et alors on est tous responsables, hein. Consommateurs, producteurs. Et il y avait un chiffre au niveau mondial qui est intéressant, c'est le tiers de la production céréalière mondiale qui est gaspillée. Ça veut dire que si on évitait en partie les gaspillages, il n'y aurait pas de problème de nourriture. Alors là, j'ai mis le retour de la faim, c'était en 2008, c'était après... ce que je disais tout à l'heure, c'est les paysans qui sont les plus mal nourris. Alors avec un phénomène malbouffe au nord, malnutrition au sud, obésité au nord et malnutrition au sud. Voilà. Les circuits courts, l'agriculture urbaine, enfin c'est pas... C'est plus un enjeu de lien social et éducatif. Je pense parce que vous avez des fraises à 70 euros, hein, sont produites sur les toits d'un supermarché. Là, c'est le bleu en chiffre. Bon, ça, il y a une augmentation constante, mais il y a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de demandes. Donc après, c'est les problèmes, les enjeux fonciers, mais on va passer très vite. C'est l'accaparement des terres par des États comme la Chine, comme la Corée, ou par des grosses sociétés. Il y a eu ce problème à Madagascar, c'était Daewoo, l'entreprise sud-coréenne, qui voulait mettre en valeur le tiers de la superficie de Madagascar pour quasiment rien. Enfin, ils avaient fait un deal avec le Premier ministre de l'époque, où ils participaient à la construction d'infrastructures, mais la location des terres, c'était 1 euro l'hectare, ou je ne sais pas, c'était sur 90 ans. Et donc ça a été révélateur quand même d'un problème. Alors voilà, les enjeux de demain. Donc je pense que le métier d'agronome demain sera très intéressant parce que c'est bon. Puis bon, c'est fini. Hein. Ah, j'ai mis quelques regards. Michel Griffon, c'est un agronome qui est auteur d'un concept, la nouvelle révolution verte. C'est une agriculture très intensive, mais respectueuse de l'environnement. Avec une Pierre Rabhi, l'agroécologie ne coûte rien, leur rapporte. Olivier de Schutter, c'est un juriste belge
qui était le rapporteur des Nations Unies pour les problèmes alimentaires. Et voilà, pour ceux qui veulent. Marc Dufumier, c'est un agronome qui dit. Et puis Pisani qui disait une chose très importante, l'agriculture est plus que l'agriculture. C'est bon. Ah, j'avais mis un petit hommage à Charlie Hebdo, parce qu'ils avaient fait un hors-série sur l'agriculture, qui était assez... C'est bon. Bon. Et dépassé, hein. Je suis désolé, le portail ferme dans une demi-heure seulement. J'ai été très vite, mais si vous avez des questions. Si. La première est toujours difficile. Il y a des remarques, j'ai dit des bêtises. Non, pas de questions? J'ai été trop long alors. J'ai tout dit et... Vous n'avez pas tellement parlé de l'enseignement agricole? Non. Non, mais effectivement, c'est oui, oui. Et il y a un aspect intéressant dans l'enseignement agricole, c'est les maisons familiales rurales, qui est par alternance, et ça a été très innovateur parce que ça a été créé dans les années d'après-guerre, et ça a été beaucoup exporté à l'extérieur parce qu'il y a il y a une cinquantaine de pays qui ont adopté le modèle des maisons familiales rurales. C'était une forme d'apprentissage, d'alternance. Voilà. Et les lycées agricoles, l'enseignement agricole, oui, c'est un État dans l'État. Hein, il dépend du ministère de l'Agriculture et non pas du ministère de l'Enseignement. Mais il y a une évolution quand même marquante. C'est maintenant il y a encore quelques années, voire une décennie, il y avait encore un enseignement très productiviste. Et là, ça change beaucoup. Et il y a 2 ans, j'étais un peu sur ce même modèle-là. J'étais à AgroParisTech, alors que j'étais allé 10 ans plus tôt. Et j'ai vu l'évolution déjà. Là, il y avait peut-être 200-300 étudiants. Il y avait 80% des étudiants qui voulaient soit s'installer dans les circuits courts, soit dans l'agriculture, qui n'entendaient pas s'inscrire dans une agriculture conventionnelle. Alors que 10 ans plus tôt, c'était l'immense majorité. Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre je ne suis pas le plus... Mais l'expérience des maisons familiales rurales, c'est quelque chose de... Il y a des gens plus compétents que moi, mais c'est très très intéressant. Ça a servi de modèle pour d'autres, hein, pour moi, ouais. Et il y avait une formation, tout à l'heure j'en ai parlé avec la JAC, il y avait une formation culturelle très très importante, hein, pour les jeunes des mouvements d'action catholique à l'époque. Avec... Oui. Est-ce qu'il y a des prospectives sur la surface des terres qui seront exploitées? Est-ce que ça va augmenter ou au contraire se réduire, donc, avec le jeu évidemment de la pollution, ou au contraire des nouvelles technologies qui peuvent permettre d'exploiter des terres jusque-là peut-être dites un peu ingrates? Vous avez des chiffres ou... Non, il n'y a pas tellement... Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il y a certaines terres du Canada, de la Fédération de Russie, qui vont devenir exploitables. Pour la France, on a tous les 10 ans, on a l'équivalent d'un département comme le Rhône qui disparaît, parce que les villes s'agrandissent, la bétonisation, c'est quasiment... on a perdu, oui, quasiment sur 5 décennies, c'était l'équivalent de 5 départements, quoi. C'est quand même assez important, ouais. Alors, on a peu de marge en France. Alors, les marges à l'étranger, c'est la déforestation. Alors, le cas du Brésil est assez intéressant, mais ce qu'on gagne d'un côté, on le perd quand même de l'autre, hein. Je vous dis, la concurrence entre la forêt et les terres agricoles, c'est ça. C'est toute l'histoire de l'agriculture.
Alors, moi je me souviens quand j'avais fait, dans les années 80, fin des années 80, j'avais fait un premier livre et j'avais vu une étude américaine. Alors c'était dans l'esprit biotechnologie, on allait pouvoir nourrir l'humanité sur 2 ou 5% des terres cultivables. Donc j'avais repris ce chiffre, mais aujourd'hui ça paraît. Alors on a effectivement, on voit l'agriculture urbaine, c'est une agriculture de haute technologie, qui coûte très cher en énergie aussi. Alors elle coûte très cher parce que moi j'avais vu sur le toit de la Samaritaine, ils font des plantes, ils font des fraises, ils cultivent des fraises, mais le coût de revient c'est 70 € le kilo. Il y a un autre exemple à Cuba, parce que Cuba, dans les vignes, ils sont obligés de cultiver à cause du blocus américain. Oui. Le marbre américain, donc ils cultivent sur le pied des immeubles. Oui. Les gens cultivent là, mais ils cultivent, on ne peut pas dans un jardin. Non, mais l'agriculture urbaine, ça peut, au niveau mondial, alors c'est des chiffres qui datent, mais s'il n'y avait pas d'agriculture urbaine dans les pays du tiers-monde, les problèmes de famine et de disette seraient beaucoup plus importants. Je ne sais plus le chiffre en tête, mais ça représentait un pourcentage. 4% de la population, enfin les pays du Maghreb en gros, de l'Égypte et du Moyen-Orient, représentent 4% de la population mondiale et ils consomment à eux seuls 35% du marché mondial des céréales. Oui. Et c'est des régions qui n'ont pas de terres disponibles en réserve, parce que pour faire de l'agriculture, il faut d'abord du soleil et de l'eau. Alors quand ils ont l'un, ils n'ont pas l'autre, ou ils ont trop l'un, ou ils ont trop l'autre. Le problème de l'eau va être crucial pour un pays comme la Tunisie. Le Maghreb, l'Égypte, la Libye, tout le monde arabe, etc. C'est des pays qui ne peuvent pas s'autosuffire en alimentation compte tenu du niveau de population qu'ils ont atteint maintenant et qui continue de croître. Je pense à l'Algérie, à l'Égypte, qui sont à 10 millions à peu près. Mais même où il y a de l'eau, dans les pays plus subsahariens, il n'y a pas les infrastructures pour maîtriser l'eau et ça coûte. Souvent, ils exploitent quand même les surfaces qu'ils ont maintenant. Ils ont bien compris que l'alimentation leur coûte très très cher dans le budget. Oui. Il y a une vraie limite physique, quoi. Oui. Et justement, la concurrence entre les agrocarburants et l'alimentation, ça va être au niveau mondial, ça va être un enjeu. Parce que Daewoo, à Madagascar, voulait cultiver des céréales pour produire du carburant pour la Corée. Alors que ce pays n'a pas les disponibilités alimentaires pour nourrir correctement ses habitants, quoi. Donc, la Chine, c'est aussi un grand enjeu parce qu'ils ont un manque d'eau dans le nord. Le problème de l'eau va être crucial, aggravé par le réchauffement climatique, puisque ça fait un cocktail, le réchauffement climatique, la biodiversité, l'eau. Le cumul de tout ça, ça aggrave la situation. Ouais. Et que pensez-vous de l'usine à Château-Thierry, production de légumes Oui, mais en énergie, ça coûte c'est très très cher. Pour en revenir à ce que vous avez dit sur l'Afrique, oui. L'agriculture européenne, on a des femmes. Oui. Oui. Souvent. Mais ça représente. Culture de casse. Voilà. Mais je ne sais plus, dans certaines villes, alors les chiffres sont datés, mais ça représente 40% de l'agriculture urbaine dans les pays en voie de développement. C'est 40% du marché. Ils ont leur basse-cour, du maraîchage. Pour mettre un parallèle avec l'engagement des femmes dans nos pays aussi. Et c'est vrai aussi en Afrique. Ouais. Mais la femme, dans l'histoire de l'agriculture, a joué un rôle, parce qu'à l'origine, c'est la femme qui cultivait. Et puis, après, elle a été complètement oubliée. Mais l'homme retournait la terre, et la femme plantait. Non, il chassait. Il chassait. Il y a quand même dans nos pays, dans nos régions, un retour des jardins familiaux, là, qui sont aussi hyper importants. Enfin, depuis la Covid. Est-ce que ça va continuer? Moins énergique.
crois qu'il y a quand même plus codifié. Parce qu'à un moment donné, c'était totalement abandonné. Hein. Il y a eu la grande période des jardins ouvriers, etc. Puis après, plus rien du tout. Hein. Après, il y a eu le supermarché. Et là, maintenant, il y a quand même un retour relativement important. Je trouve que c'est peut-être aussi une petite évolution. Oui. Ce qui est sûr, c'est que le supermarché, il cherche à acheter local, quoi. Il y a une volonté de ce côté-là. Oui, c'est même l'aspect local plus que le qualitatif qui compte dans le... Oui, tout à fait. On l'a vu après la Covid, c'était les circuits courts qui... Parce que dans les circuits courts, il n'y a que 10% de bio. C'est marginal le bio dans les circuits courts. Merci beaucoup. beaucoup. Oui.